transcription. Euh, Arrêter la transcription. Arrêter l'enregistrement, non. Démarrer, non, non. Ok, on est bon. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Répartascience. Aujourd'hui, je suis encore et toujours avec l'inénarrable Nathanaël Larigaldi. Comment ça va, Nathanaël? Ça va bien, merci et toi? Ça va bien, j'ai à peine attendu 10 minutes que tu arrives. Ça fait plaisir de voir autant de ponctualité présent en toi. Et aujourd'hui, on est avec deux nouvelles invitées, Frédéric et Claire. Comment ça va, Frédéric? Comment ça va, Claire? Bien, bien, Ça va merci. bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours? Peut-être commencer par Frédéric et puis après, comme ça, Claire, elle nous présentera aussi la raison pour laquelle elle a choisi cet article. Alors, moi, je suis orthophoniste libérale. J'ai obtenu mon diplôme il y a 15 ans maintenant. Je m'intéresse pas mal à la métascience. J'ai été aussi sollicitée sur des projets concernant l'identité professionnelle des orthophonistes. Après, globalement, voilà, j'ai un blog de vulgarisation, pareil, avec une page Instagram. Je m'intéresse pas mal à la métascience, d'où ma présence ici. Et tu as fait plein de traductions aussi. Oui, je traduis et je résume pas mal sur mon blog qui s'appelle Achille Orthophonie. Et hop, elle fait déjà sa Hop. pub, ça fait une Ouais. minute que ça arrive. Ah, on sent les professionnels. Ok, Claire? Alors, moi, je suis aussi orthophoniste libérale. Je suis aussi docteur en psychologie. J'ai soutenu ma thèse en septembre 2023. Voilà, c'est une thèse en c'est la psychologie, pas mal orientée psycholinguistique, psycho du DEF. Du coup, ça portait sur des types d'entraînement proposés à des enfants dyslexiques et non dyslexiques, et ça visait à améliorer la lecture et l'orthographe. Voilà. Donc, ah oui, pourquoi j'ai choisi du coup cet article? L'article qui nous intéresse, donc c'est un article de Zoko Lotti, j'ai toujours peur de mal prononcer son nom, qui est un chercheur qui est quand même qui a fait son petit trou dans la recherche sur la dyslexie quand même, bon, surtout sur l'italien en fait, donc il y a des petites différences entre les langues pour la dyslexie, notamment si la langue est transparente ou opaque, ça veut dire si en gros il y a beaucoup de pièges quand on lit et quand on écrit. Donc ça, c'est un cas un peu particulier, mais bref, en tout cas, c'est un contributeur assez intéressant. Et l'article que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est parce qu'en fait, il critique l'hypothèse principale pour expliquer l'origine de la dyslexie, qui est l'hypothèse du déficit phonologique, qui est vraiment maintenant une hypothèse qui est vraiment la plus consensuelle. Pour expliquer du coup l'origine de la dyslexie, mais elle présente des failles assez importantes. Et ce qui est intéressant là dans l'approche de Zoccolotti, j'ai trouvé, c'est que c'est pas tellement une critique sur, on va dire, savoir si elle est, par exemple, si la théorie peut réellement expliquer tous les cas de dyslexie, puisque c'est pas vraiment, c'est pas forcément très pertinent de réfléchir comme ça non plus. Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il critique son aspect falsifiable. Je trouvais qu'il faisait un bon argumentaire pour dire que, effectivement, actuellement, elle n'était pas assez définie pour pouvoir proposer en fait des prédictions et du coup pour pouvoir être réfutée. Ouais. Ce qui est un peu un problème pour les théories scientifiques quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on a tous trouvé cet article hyper intéressant et justement qui faisait bien le lien entre l'aspect pratique et puis la métascience justement en orthophonie. Je voudrais revenir au tout début. Je connais absolument rien en orthophonie, donc vraiment, je vais poser des questions. Ça existe? On peut être docteur en orthophonie ou parce que toi, du coup, tu as été docteur en psychologie. Ouais. Non, Du en France, on peut pas faire de doctorat en orthophonie, ça n'existe pas. Mais en Suisse, c'est possible. Je crois qu'en Belgique aussi. Et en Québec aussi. En Québec. Au Québec aussi. Mais Ok. pas en France. Depuis peu, il y a un CNU, mais et c'est pas que l'orthophonie, c'est les sciences de la rééducation. Mais il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas on peut pas D'accord. Et du coup, qualifier sa thèse en c'est pour orthophonie. ça que tu as fait quelque chose entre la C'est linguistique, ça. la cognitive, le développement. En fait, C'est c'est ça, en en fait, ouais. lien.
C'est ça. Moi, je suis issue de la première promo qui a fait 5 ans, donc qui a un grade master. Et c'était du coup, ça m'a permis d'aller directement en thèse. Du coup, le collège doctoral a reconnu que c'était équivalent et m'a donné du coup l'allocation ministérielle. Et il n'a pas remis en question, je pense, parce que du coup, le sujet de ma thèse était très orienté dyslexie, donc ils se sont dit oui, orthophonie, dyslexie, c'est cohérent. Mais c'est beaucoup plus dur quand tu veux faire, par exemple, t'es orthophoniste et que tu veux faire une thèse dans la neuro quelque chose. Qui pourrait être en lien quand même avec l'orthophonie, Parkinson, Alzheimer et tout ça, mais je sais que dans ces cas-là, c'est quand même beaucoup plus difficile, ils ont beaucoup plus de mal à voir le lien. Ok. Mais moi, c'était en sciences, enfin, c'était une école doctorale sciences humaines, ça s'est passé. Et deuxième question, au moins aussi basique que la première, c'est quoi la dyslexie? Dans le sens, comment on reconnaît la dyslexie ou comment on diagnostique la dyslexie sans poser la question dont on va venir à l'article qui est l'origine ou les théories, mais vraiment d'un point de vue observation, comment ça marche? Actuellement, on se base. Alors, en France, à ma connaissance, il n'y a pas d'instance qui t'oblige à le diagnostiquer d'une certaine manière. Par contre, la plupart des orthophonistes, elles se basent sur le DSM-5, qui donc n'a pas d'appellation de dyslexie, mais a un domaine, une entité diagnostique qui s'appelle les troubles spécifiques des apprentissages. Et là-dedans, tu as la déclinaison avec troubles de la lecture. Et du coup, pour les troubles des apprentissages en général, tu as 4 critères diagnostiques. Le premier, c'est d'avoir une atteinte qui est sévère tant au niveau des tests qu'au niveau du quotidien. Donc il faut qu'il y ait, je ne sais plus si le DSM dit, je crois qu'il dit explicitement, je ne sais plus s'il parle explicitement d'un Z-score, mais je crois que ça doit être moins 1,65 ou alors ils prennent moins 1,96, mais enfin voilà, globalement le seuil habituel. Et il faut qu'il y ait une atteinte dans le quotidien, donc il faut que ce soit pas juste, voilà, pas que au niveau des tests qu'il y a un problème. Il faut qu'il y ait que ce soit pas mieux expliqué par une autre condition plus générale. Donc ça, c'est pas évident parce que il n'y a pas de facteur d'exclusion à proprement parler. C'est pas parce que tu es déficient intellectuel que tu ne peux pas être dyslexique, mais dans ce cas, il faut que l'atteinte de la lecture soit au-delà de ce qu'on attendrait dans ce cas, par exemple. Il faut que la dyslexie, enfin en tout cas les difficultés d'apprentissage aient eu lieu à la période, durant l'enfance au sens général. Si c'est diagnostiqué tardivement, il faut quand même qu'on puisse retrouver des difficultés dans l'enfance. Ça permet de distinguer d'un caractère acquis suite à un AVC ou quelque chose. Et le dernier critère... Les 6 mois de... Voilà, tout à fait. Tout à fait, c'est le côté durable en fait du trouble. Il faut qu'il y ait que les troubles persistent pendant au moins 6 mois malgré une intervention ciblée. Donc il y a à la fois le fait que ça persiste et que que ce soit résistant en fait à l'intervention. C'est vrai que ça c'est quelque chose c'est un critère assez précieux actuellement pour les diagnostiquer. Donc, donc pour répondre, c'était la réponse longue, mais la réponse courte, c'est que pour diagnostiquer la dyslexie, en gros, il faut qu'il y ait une atteinte de la lecture dans ces conditions-là. Donc en fait, le diagnostic de dyslexie actuellement, il ne repose pas sur un déficit cognitif sous-jacent du tout, c'est vraiment, c'est défini comme une atteinte de la lecture en fait. Ok, mais atteinte de la lecture, mais atteinte, toi, tu dis pas cognitive sous-jacente, mais c'est pas dans les yeux du coup. Enfin, ça se trouve quand même. Ouais, donc ta question, elle est finalement, c'est à quoi c'est dû la dyslexie? Pas forcément. En tout cas, sur le fait que avant de savoir vraiment ce qui se passe dans le cerveau, c'est quand même une atteinte dans le cerveau. C'est pas une atteinte au niveau de l'œil ou des choses comme ça. Bah non, c'est ça quand on dit il faut que ce soit pas expliqué par une condition plus générale. Bah voilà, si effectivement si t'as pas vérifié s'il était malvoyant, bah donc tu peux pas. Et voilà, mais en même temps, oui, tu peux quand même être dyslexique et avoir des problèmes de vue aussi. Mais ça n'exclut pas, mais bon. Ok. Et quand tu parles de Z-score, c'est un test spécifique du coup? Ou c'est à n'importe quel test qui mesure... Ouais, c'est ça, c'est des tests étalonnés, quoi. Ok. Avec de référence. Ouais, et on n'a pas les meilleurs tests étalonnés. Faut quand même le dire. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que récemment, il y a les recommandations de bonnes pratiques qui sont sorties au niveau du langage écrit. Donc, il y a eu un certain nombre de... Enfin, voilà, il y a eu un travail de recherche qui a été fait et peut-être que ça pose un petit peu plus les choses en orthophonie.
Ouais, je pense que ça. Ouais, je pense que ça. En tout cas, c'est du coup des recommandations qui ont été faites par une méthodologie de consensus formalisé. Donc théoriquement, il y a quand même certaines garanties. En tout cas, il y a plusieurs tours et c'est pas juste quelqu'un dans son coin qui a élaboré ces recommandations. Ça, c'est plutôt bien. Après, oui, je pense que ça a permis de peut-être de concrétiser comment, à partir du DSM, on pouvait en orthophonie poser un diagnostic ou pas. En tout cas, il donne une démarche qui est, moi, je pense que c'est ce qui est le moins pire, je pense, actuellement, comme démarche. Le moins mauvais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que au niveau de la formation initiale, moi, par exemple, j'ai été formée en 4 ans. C'était il y a 15 ans. Et le niveau de qualité du contenu peut changer d'une année à l'autre en fait, et selon les écoles. Et moi, je trouve qu'actuellement, vraiment, ça s'est amélioré beaucoup, beaucoup. Moi, à l'heure actuelle, je me rends compte qu'en formation initiale, c'était quand même encore un petit peu, on ne savait pas trop où on allait, et la démarche scientifique, c'était compliqué. Donc voilà, je tiens à souligner quand même le fait qu'actuellement, les orthophonistes qui sortent des écoles ont plutôt un bon bagage, quoi. Mais qu'il reste les autres, et moi. Et du coup, c'est bien qu'il y ait eu les recommandations de bonne pratique qui remettent un petit peu tout ça en ordre. Mais oui, effectivement, là, ne serait-ce qu'au niveau des bilans qu'on a à notre disposition, le dernier qui est sorti en langage écrit, Claire, tu dirais, enfin, moi, il y a la Self 5, mais elle n'est pas trop utilisée. En France, on ne l'utilise pas, ne serait-ce qu'à cause de son prix, déjà. Ouais. Moi, je pensais que c'était Valéo. Moi, j'aurais dit les Valéo, mais qui a maintenant déjà quel âge, d'ailleurs? Je sais pas. Bien 10 ans, 10-15 ans. Et ce que ça veut dire, c'est que ça a été validé il y a encore plus de temps, du coup. Tu veux dire que ça a été Étalonné. mis en œuvre, enfin testé à ce moment-là, quoi. Ouais. Ça, c'est une question, alors ça dépasse un petit peu le cadre de ce podcast, mais c'est hyper intéressant parce qu'on a eu cette discussion avec la diantromotricienne, je crois qu'elle s'appelle comme ça, sur Instagram. Sur la question, ouais, la diantromotricienne sur Instagram, sur la question des Z-scores, de l'étalonnage, etc. Et en fait, c'est quelque chose... alors en psychologie, je sais pas trop si en psychologie cognitive, peut-être Nathanaël, tu pourras nous dire un peu plus, mais si c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais j'ai l'impression, enfin de cette discussion, de ces stories qu'elle avait mises, que le Z-score, c'était, bah voilà, il y a un Z-score, point, mais en fait, les orthophonistes ne savent pas forcément ce que ça veut dire, à quoi ça sert, et pourquoi il y a un cut-off à cet endroit-là ou pas. Et en fait, ça revient un peu à cette notion, comme la p-valeur de 0,05, on le met là parce que c'est normal, alors qu'en fait, non, c'est le seuil à partir du moment duquel on dit, bah là, en fait, ce pourcentage de la population-là a une dégradation suffisamment importante pour qu'on la prenne en charge. Et donc, ça peut être 5% de la population, ça peut être 1% de la population, ça peut être 10%. Enfin, c'est un seuil qui dépend de la gravité. Et en fait, on a l'impression de ces stories que c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris par les orthophonistes. Clairement, je pense. Je sais pas si tu avais posé la question à Nathanaël. Oui, on peut, parce que j'ai l'impression que oui, pour le QI, c'est un peu plus clair, par exemple. Ouais, Mais, ouais. Je pense qu'en psychologie cognitive, c'est un petit peu plus utilisé, même dans la recherche. Après, est-ce que ça veut dire que les praticiens ensuite sur le terrain comprennent mieux? Ça, je suis pas super convaincu. C'est toujours difficile de faire la distinction entre ce que les chercheurs pensent et puis comment ça se passe après dans l'application. Dans l'application, dans le métier, ouais. Je sais pas précisément, on utilise aussi du coup dans certains tests des percentiles. J'ai l'impression que ça peut-être c'est plus. Alors je sais pas si c'est mieux compris, mais j'ai l'impression que ça. En tout cas, c'est peut-être plus instinctivement compris par les orthos. Je saurais pas trop dire. Après, je pense que c'est un peu. Enfin, c'est pas normal, mais je pense que vu les enseignements de stats qu'on a en orthophonie, même avec la nouvelle maquette en 5 ans, je suis pas très surprise en tout cas que les orthophonistes connaissent pas réellement ce qu'il y a derrière le cut-off à
et ce qu'est un percentile et tout ça. Enfin, je pense qu'il y a aussi... on n'a pas beaucoup d'enseignements de stats et c'est souvent, en tout cas ça c'est les ressentis de mes stagiaires ou des étudiantes, c'est qu'ils voient pas trop il ou elle voit pas trop le lien avec la pratique, c'est juste un enseignement à valider sur le coup et ils commencent à en avoir besoin au moment du mémoire et à ce moment-là c'est beaucoup en fait je pense que c'est pas vraiment compris au niveau du sens et c'est beaucoup des protocoles en fait appliqués et il y a pas. Mais je pense que ça c'est, en psycho, quand j'ai donné des cours durant ma thèse, c'était un peu pareil. Ils avaient quand même un petit peu du mal à voir. C'est beaucoup. Il faut faire comme ça et quand on demande mais pourquoi, pourquoi à ton avis c'est à 0.05, c'est pas toujours très compris. Donc je pense que c'est plus peut-être une question de pédagogie, je sais pas. Ouais, Après, je pense que quand on est... Ouais, vas-y. c'est clair que même si on a potentiellement plus, j'imagine, de cours de stats en psycho, parce qu'il y a quand même un enseignement qui est, on va dire, relativement renforcé en psychologie en général, mais en définitive, les gens qui sortent de l'université n'ont pas une compréhension des statistiques très élevée. Donc je serais vraiment étonné, de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec aussi des gens qui ont été jusqu'au master, voire au doctorat en psychologie. Je serais vraiment étonné en fait qu'au niveau des praticiens, ce soit particulièrement mieux chez les psychologues que chez les orthophonistes. Si des fois je glisse et que je dis logopède, c'est parce que j'ai fait mon master en Belgique et là-bas on appelle ça comme ça, c'est la logopédie et pas l'orthophonie. Voilà. Et comme ça se passe aussi à l'université en Belgique, au même endroit que les psychologues, j'avais beaucoup de collègues qui du coup étaient logopèdes et donc ça m'arrive de faire instinctivement le switch entre les termes. Donc désolé si jamais ça m'arrive. Voilà, je préfère prévenir. Bon. Non, je pense qu'on est très, du coup, on est très franco-centré de manière générale. C'est nous qui oublions de parler aussi des logopèdes, donc moi je trouve pas ça gênant. Il n'y a pas de souci. Okay. Alors on va commencer tranquillement dans la lecture de cet article. Avant de parler de l'article, donc l'article a été publié en 2022. En fait, c'est ce que disait Claire, hein, c'est un commentaire d'un article. L'article initial, c'est un article de Cher qui s'appelle des méconceptions communes sur la théorie du déficit phonologique de la dyslexie. Donc c'est un article qui parle donc de ces méconceptions communes. Et en fait, dans cet article-là, donc Zoccolotti va démonter, je ne sais pas comment le dire autrement, l'article de Cher en disant point par point pourquoi ce qui est écrit dans cet article pose des questions, voire des grosses questions. Est-ce que, bon, je demande à Claire, hein, mais évidemment Frédéric, si tu veux répondre aussi, il n'y a pas de souci, vous pourriez nous expliquer ce qu'est la théorie du déficit phonologique. Voilà, pour des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, on a compris ce que c'était que la dyslexie, c'est un trouble de la lecture. Qu'est-ce que c'est que cette théorie du déficit phonologique? C'est une théorie qui, en fait, vise à expliquer donc les manifestations de la dyslexie, le fait qu'il y ait un trouble de la lecture et de l'orthographe, par le fait qu'il y aurait à la base en fait une difficulté avec en fait j'essaie de dire le plus précisément possible sans dire trop de bêtises, mais qu'il y a globalement un problème avec le traitement des sons du langage, donc pas les sons hors langage, mais vraiment les sons du langage. Après, il y a le problème, c'est que c'est pas non plus très si on essaye de préciser un peu plus que ça, c'est souvent on va arriver vers quelque chose de pas tout à fait juste, mais on va dire la plupart du temps, on résume quand même cette théorie à l'incapacité à manipuler consciemment les phonèmes, donc ça veut dire en gros les sons de la langue. Et c'est une compétence qui est jugée comme étant indispensable pour entrer dans le principe alphabétique, donc c'est-à-dire la capacité à pouvoir lier un son à une lettre. En gros, pour pouvoir lire le mot arbre, il faut être conscient que le mot arbre est composé de sons, est composé de A, R, B, R. Si tu n'es pas capable d'abstraire ça,
c'est très difficile d'entrer dans le principe alphabétique et du coup d'enclencher en fait tout le processus qui t'amène à pouvoir lire. Donc globalement, c'est ça l'origine, c'est que du coup, à la base de la dyslexie, ce serait ça le problème. Ok. Je sais pas si tu veux rajouter Frédéric, quelque chose, Frédéric. Alors, je vais rajouter ce que moi j'ai ressenti en lisant l'article. C'est-à-dire que, en fait, clairement, moi je tenais pour acquis la théorie, évidemment, en tant que clinicienne. Et du coup, je suis allée rechercher dans les articles que j'avais lus et que j'avais traduits, et je me rends compte qu'à aucun moment, en fait, c'est moi qui avais fait la causalité alors qu'il parlait que de corrélation. Tu vois, je suis allée sur l'article, la méta-analyse de Snolling et Melville-Hervag qui cherchait les caractères endophénotypiques à la dyslexie. C'est-à-dire, souvent, ce dont on parle, c'est la difficulté. On retrouve chez les enfants dyslexiques 3 caractéristiques, et là, elles sont allées chercher avant qu'ils soient lecteurs. Chez les enfants à risque de dyslexie, 3 symptômes qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire la difficulté à faire de la dénomination rapide automatisée, la mise en place de la correspondance lettres-sons et les difficultés phonologiques du coup. Et effectivement, ils retrouvent, mais c'est pas si clair que ça en fait. Et pour moi, ça a toujours fait partie des acquis que les enfants dyslexiques avaient ces difficultés-là. Sauf que finalement, les profils sont quand même assez inégaux. Et du coup, merci Claire, parce que ça m'a remis en question ça. Mais effectivement, on retrouve ce déficit phonologique chez les enfants dyslexiques, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une relation de causalité. Je sais pas si je suis claire. Mais c'est ça, le problème, cette théorie, elle est... Enfin, c'est souvent le problème dans la dyslexie, il y a quand même souvent un petit peu, mais je pense dans beaucoup de domaines en psychologie, il y a un peu des guerres de chapelle, en fait. Il y a un peu des gens qui pensent, enfin, qui amènent leur théorie explicative et du coup qui essayent d'attaquer la théorie du déficit phonologique et la mainstream, et qui l'attaquent souvent en disant qu'en fait, elle est... même ceux qui n'ont pas de leur théorie à eux, mais en gros, si on peut la critiquer sur quelque chose, c'est le problème de la circularité, en fait, parce que la conscience phonémique, donc la capacité à abstraire les sons de la langue, c'est pas une compétence qui apparaît spontanément comme le langage, en fait, le langage oral, qui se développe en fait chez un enfant sans qu'on essaye de lui apprendre, en fait, juste en parlant, en communiquant avec lui, il finit par développer un langage normalement, quand ça se passe bien. La conscience phonimique, ça se développe pas comme ça, comme pour le langage écrit, en fait, de manière générale. Si on ne t'apprend pas explicitement à le faire, tu ne sais pas le faire. Et en fait, on se rend compte que ce serait peut-être, en fait, la conscience phonimique serait probablement une conséquence aussi de l'acquisition de la lecture. Donc en fait, parce que tu es obligé de considérer les phonèmes comme des unités pertinentes, du coup, tu vas développer une conscience de ces phonèmes. Et en même temps, effectivement, travailler la conscience phonémique, ça aussi, ça a été mis en évidence, ça permet d'améliorer quand même la lecture. Donc il y a à la fois c'est une cause et une conséquence. Enfin, en tout cas, il y a une relation comme ça réciproque en fait entre les deux. Et c'est vrai que du coup c'est difficile de savoir si le déficit de conscience phonémique c'est en fait dû au fait qu'ils aient un retard de lecture ou si c'est parce qu'ils ont ces déficits phonémiques qu'ils ont un retard de lecture. Mais ça c'est un problème, beaucoup de théories explicatives de la dyslexie. Oui, c'est en fait un lien qui s'entretient, une boucle, mais il n'y a pas de relation directe de causalité entre les deux. On peut pas, c'est difficile de l'inférer en tout cas. Et ce dont il parle au début de l'article, justement, parce on a parlé directement de cette théorie, mais justement, ce qu'il dit au début de l'article, c'est que effectivement, même s'il utilise, donc Cher utilise le terme théorie dans le titre, dans la suite de son article, il va parler d'hypothèse et pas de théorie. C'est intéressant de voir déjà, d'un point de vue métascience, pour revenir au sujet de notre podcast, d'un point de vue métascience, de voir ce changement de mots, parce qu'une théorie, c'est un ensemble de concepts qu'on lit les uns et les autres, desquels on peut tirer des hypothèses que l'on peut tester, et en fait dire, mais en fait, cette théorie est en elle-même une hypothèse, c'est déjà montrer qu'il y a un problème dans cette théorie, en tout cas dans la définition de cette théorie, des concepts qui sont créés et définis dans cette théorie, et en fait du manque de soutien conceptuel
à une théorie desquelles en fait ne dépend qu'une seule hypothèse qui est elle-même sa propre théorie. Est-ce que vous aviez conscience de ça avant de lire cet article, quand vous vous intéressiez du coup au déficit phonologique? Moi perso non, hein. Mais clair plus parce que c'est ça. Moi j'avais conscience du problème de la circularité. Ça je savais que c'était. Ça m'avait bien chamboulé quand j'avais commencé ma thèse parce que je connaissais pas ça et je suis tombée dessus au début et j'étais là, oh là là, mince, là du coup c'est compliqué. Après j'avais fini par accepter ce problème-là, comme pour beaucoup d'autres théories, et j'avais plus ou moins conscience qu'on avait quand même chez des enfants prélecteurs mis en évidence qu'il y avait quand même ce déficit de la conscience phonémique. Donc je m'étais dit, bon, c'est certes, il y a ce problème de la circularité, mais bon, ça reste quand même l'hypothèse la moins fausse, entre guillemets. Je me réconforte souvent en cherchant ce qui est le moins faux. Mais ouais, le problème de définition, c'était pas quelque chose que j'avais autant conscientisé. C'est vraiment cet article qui m'a permis de le réaliser. Ouais. Et donc toi tu parlais de conscience phonologique, ils parlent eux de représentation phonologique, j'imagine que c'est la même chose, c'est le... Pas exactement. La conscience phonologique ou la conscience phonémique, il y a une petite nuance, mais globalement on peut les assimiler. C'est vraiment la capacité à identifier, manipuler consciemment, en fait, faire des opérations en fait sur les sons dans les mots. Que les représentations, c'est plus comment tu as stocké les sons dans tes... Je sais pas où, mais en tout cas, comment tu as stocké mémoire. les sons. Ouais. Voilà, c'est ça. Et parce que eux, du coup, ce qu'il dit, Cher, c'est que dans cette théorie ou dans cette hypothèse, maintenant on n'est plus sûr de nous, la représentation phonologique, donc le stockage phonologique est dégradé, ce à quoi, il faut que je retrouve son nom, Zoccolotti, dit ça veut dire quoi dégrader en fait. Et ça, c'est aussi un point, c'est que effectivement il y a cet aspect, finalement c'est juste une hypothèse, mais il y a cette boucle, on ne sait pas la causalité, et en même temps, c'est une hypothèse qui est très mal définie, parce que quand on dit dégrader, par rapport à quoi, comment on le mesure, et visiblement ces questions-là restent aussi en suspens. Ouais, complètement. Est-ce que moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que il y a un lien aussi entre les représentations phonologiques et le système sémantique dont on n'a pas encore parlé dans l'article. Il n'en parle pas vraiment. Et c'est vrai qu'on dit aussi que au niveau du système phonologique, il y a un lien qui se met en place, c'est ça, avec le système sémantique. Claire, corrige-moi. À quel niveau? Tu veux dire pendant la lecture? Oui, pendant la lecture, une fois le lecteur, qui devient expert, il va avoir la représentation phonologique du mot et ce sera en lien avec l'image du mot, c'est-à-dire au niveau du système sémantique. Ouais. Et que c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a des difficultés. En fait, je fais le lien parce que récemment, j'ai fait un truc sur l'hyperlexie chez les enfants autistes. Où effectivement les enfants hyperlexiques vont lire très très vite, mais il ne va pas y avoir de lien avec le système sémantique, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir lire à voix haute un mot, mais pour eux ce sera juste de la lecture sans lien avec un concept. Et donc du coup, ils disaient que ça pouvait être intéressant au niveau de la théorisation, de l'acquisition de la lecture en fait. Je me retiens plus loin. Non, mais en tout cas, le système sémantique, il est effectivement intégré dans les modèles de lecture qui sont d'actualité. Mais c'est vrai qu'on le distingue de l'étape de décodage, en fait. On pense que c'est à partir du moment en fait, où le décodage a abouti en fait, un mot qui peut être mis en lien avec le lexique phonologique, que c'est à partir du lexique phonologique que tu fais le lien avec le sémantique. Mais du coup, il faut qu'il y ait d'abord eu ce qu'on appelle un recodage. Donc, tu décodes les lettres en sons. À partir de ça, tu obtiens un mot. Alors, c'est pas forcément exactement celui qui est écrit, parce que des fois, il peut y avoir des erreurs, ou si le mot est très inconsistant. Par exemple, pour le mot femme, s'il lit femme, ça peut être un petit peu... des fois, ce sera pas ce qui est écrit. Mais il peut, grâce du coup, en fait, à son système sémantique,
en fait, on va dire, pallier les difficultés au niveau phonologique grâce aux sémantiques. Mais du coup, c'est assez séparé en fait dans le modèle. Enfin, la plupart des modèles, c'est deux trucs un peu à côté. Je sais plus. Enfin, c'était. Est-ce que tu faisais le lien avec Oui, avec. Je me suis perdue dans mon lien. Avec les représentations phonologiques. En fait, je suis partie trop loin sur le truc. Dans mes souvenirs, parce que j'avais vu un petit peu tout ça, je crois il me semblait qu'il y avait beaucoup cette notion que, en fait, au moment de l'apprentissage de la lecture, l'enfant passe d'abord par tout ce qui est phonologique, et ensuite, à force d'entraînement dans la lecture, dans l'écriture, etc., c'est finalement la lecture se passe majoritairement par une voie sémantique où en fait on ne lit plus, on ne décode plus les mots. Puisque et l'exemple de ça par exemple c'est les textes où on a juste la première et la dernière lettre qui sont à la bonne place et la bonne longueur de mots, mais les lettres à l'intérieur sont mélangées. Pourtant on arrive en fait à lire pas à la même vitesse mais quasiment en fait parce on peut décoder quand même le mot, et ça serait un genre de entre guillemets preuve qu'il y a cette voie sémantique où finalement on reconnaît un mot comme un chunk en lui-même en fait, et on n'a plus besoin de comprendre les unités interne au mot pour pouvoir ensuite le relier à une représentation sémantique, et puis pour pouvoir le lire quand même. C'est toujours un peu d'actualité ce genre de Oui, choses. totalement. Alors c'est pas exactement une voie sémantique, c'est une voie orthographique en fait. Et du coup, D'accord. il peut y avoir ou pas un lien avec le sémantique si tu connais la signification du mot, voilà. Mais oui, effectivement, il y a on va dire les modèles les plus anciens, mais qui étaient quand même dans le vrai en soi. Par exemple, le modèle du Tafrit, elle parlait de stades en fait, de stades alphabétiques. Alors, elle parlait même d'un stade logographique, où c'est un stade auquel les enfants reconnaissent les mots comme des logos, en fait, sans aucune analyse en dessous du mot. Ça, on considère maintenant que c'est plutôt de la prélecture, c'est pas réellement de la lecture. Bon, il y avait ce stade-là, il y avait le stade alphabétique où effectivement c'est B à bas, quoi. Enfin, vraiment, il décode lettre par lettre. Et il y a le stade orthographique où, en fait, là, il reconnaîtrait. Et c'est vraiment le mot, en fait, c'est reconnaître le mot, parce qu'en fait, on le met en correspondance avec un mot qui est stocké en mémoire, dans le lexique orthographique. Actuellement, ce qu'on pense, c'est que c'est pas tellement une question de stade, c'est plus en fait une différence par item. En fait, on dit que c'est item-based, dans le sens où c'est ta propre familiarité, donc elle est différente pour tout le monde, mais elle est globalement assimilable à la fréquence du mot en fait. C'est ta familiarité avec les mots qui va faire que tu utilises plutôt une stratégie de décodage, une stratégie de reconnaissance. Mais effectivement, au bout d'un moment, comme tu reconnais en fait ce qu'on pourrait appeler l'image du mot, effectivement, s'il y a des petites modifications dans la suite orthographique, ça t'empêche pas de lire complètement le mot. Puisque tu fais le lien avec quelque chose que tu as déjà. En fait, on peut reconnaître sur base d'informations parcellaires, mais ça, c'est vrai pour beaucoup d'items et pas que les mots. Moi, je voudrais revenir sur cette notion de dégradé de l'article. Ce qui est dit par la suite, c'est que en fait, la complexité de la définition des représentations phonologiques et leur rôle dans l'acquisition de la lecture est mal comprise. Et en fait, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est, donc ce que dit Cher à ce moment-là, c'est en fait, il faut inférer des tâches que l'on fait faire aux enfants, le fait que c'est dû à la complexité des représentations phonologiques et que du coup, la dyslexie serait liée toujours de manière indirecte à une dégradation de choses qu'on ne comprend pas trop, mais qu'on observe dans ces tâches. Ouais. Ok. Quelle est la question? Non, tant que tu es d'accord avec moi, je continue. Ouais. Et donc ça se retrouve donc dans des tâches comme par exemple les tâches de conscience phonologique, donc ça c'est ce dont tu parlais, comme par exemple quand on supprime ou on ajoute un phonème à un mot ou un pseudomot. Et donc Cher ensuite dit que la conscience phonologique c'est uniquement le sommet d'un iceberg phonologique et qu'il y a énormément de preuves qui démontrent
que la théorie du déficit du processus phonologique, enfin, que cette théorie-là est prouvée. Mais en fait, toutes ces preuves, toutes ces observations proviennent de plein de tâches différentes sur plein d'enfants différents. Et en fait, il y a des enfants dyslexiques qui sont jugés par l'observation comme étant dyslexiques, qui réussissent à certaines tâches mais pas à d'autres tâches mais pas à certaines, et que finalement, en fait, tout ça est difficile, en fait. Enfin, c'est difficile de savoir à quel moment on est sûr qu'il y a une tâche qui permet de discriminer la dyslexie ou non. Et ce que mesure vraiment cette tâche-là, est-ce que cette tâche mesure des représentations ou mesure autre chose en même temps? En gros, si j'essayais de résumer le début de l'introduction, c'est ça. Oui, complètement. Et donc, ce que fait Zoccolotti par la suite, c'est qu'il va expliquer 3 de ces tâches-là en disant, en fait, ces tâches ne permettent pas de prouver cette théorie ou pas. Et là, je vais avoir besoin de votre aide parce que moi, j'ai pas tout compris à ces tâches-là. Mais on peut avancer. Déjà, il y a un point. Donc, c'est la fin de la page 2. Il parle de déficits qui sont subtils ou sous-cliniques, qui rendent difficile de prédire si les déficits sont pris dans certaines conditions ou d'autres conditions. Et notamment, il fait il détaille en fait quelles sont ces conditions, comme par exemple des problèmes pour retrouver des mots, des problèmes pour se souvenir des adresses, des numéros de téléphone, des jours, des semaines, des mois dans l'année, des noms déplacés. En fait, tout ça, c'est des trucs qui sont en lien avec la dyslexie, mais c'est pas vraiment de la dyslexie. Mais Ça part du principe que la raison pour laquelle ils auraient du mal à s'en rappeler, ce serait en fait une difficulté à du coup, à traiter les sons du langage, et du coup, c'est pas tellement qu'ils auraient un déficit d'évocation en soi, mais plutôt que, comme c'est pas bien encodé au niveau phono, ils retrouvent pas le mot, en fait. Ouais, c'est ce qui est ce qui est inféré, alors que, ouais, effectivement, il n'y a pas... C'est basé sur pas grand-chose, en fait. C'est un peu un effet Barnum, je trouve, Un peu, hein, ouais, je trouve aussi un peu. Ouais, on confirme la théorie que l'on croit vraie à partir de ces observations-là, alors qu'en fait... Ça permettrait d'expliquer ça, ouais. Il y avait un peu la même chose dans l'article de Adloff et Hogan sur réfléchir la dyslexie en termes de déficit langagier, où effectivement, elle disait un petit peu la même chose. Il y a un déficit langagier chez les enfants dyslexiques qui peut parfois être confondu avec un trouble développemental du langage, mais en gros, c'est pas pareil. Mais en même temps, c'est un peu fin. Et puis en même temps, des fois, ça se voit plus tout de suite. Et puis, et c'est vrai que parfois, il y a certains enfants, c'est pas parce que tu es dyslexique que tu peux pas avoir un trouble développemental du langage. Et exactement. En fait, c'est ça le problème, je pense. C'est même pas. Je crois pas que c'est tellement évoqué par Zoccolotti, mais c'est que notamment les exemples que Cher donne en disant ils peuvent avoir du mal à se rappeler les jours de la semaine, etc. Ça parle pas du fait que la comorbidité entre dyslexie et trouble développemental du langage, elle est de l'ordre de 50%, je crois. Donc, faut être sûr que dans toutes ces études, on a bien vérifié qu'il n'y ait pas ce facteur confondant, en fait, parce que partant de là, après... Et justement, il parle de ça à la fin de l'introduction, et je pense que c'est une des phrases les plus importantes de l'article. En fait, donc, on parle d'une théorie, on parle d'une hypothèse. À partir de l'hypothèse, on refait des théories qui devraient amener à des prédictions. Et ce qu'il dit à la fin, c'est la prédiction la plus évidente de l'hypothèse de dégradation des représentations phonologiques serait que les individus dyslexiques parleraient différemment. Ouais. En tout cas, ça devrait pouvoir être décelé dans leur langage. Cependant, je finis. Cependant, il y a très peu de preuves pour ça. Oui. L'un des facteurs confondants dont on n'a pas encore parlé, c'est aussi le caractère génétique de la dyslexie, et que donc du coup, peut-être que les enfants dyslexiques qui auront eu des parents dyslexiques, du coup, auront pas eu le même bain langagier, je pense notamment aux livres, quoi. Si leurs parents sont dyslexiques, forcément, on va moins leur lire de livres.
Et je dis pas que c'est en lisant des livres qu'on apprend à parler et que le développement langagier se fait comme ça, mais faut le garder en tête quand on parle du développement langagier. Et si on teste aussi les choses au niveau pré-langagier, je pense notamment à la discrimination phonologique. Voilà. Par la suite, donc là j'ai fini l'explication de, enfin, oui, l'explication de l'introduction. Ensuite, il va utiliser, il va parler du coup de trois types de tâches, quatre types de tâches différentes. La première, c'est la perception des phonèmes catégoriels. Je traduis ça vraiment à la mano comme ça, hein. Ou Perception catégorielle, ouais, des phonèmes. Ouais, c'est ça. ouais, Dans l'autre sens. perception catégorielle des phonèmes. Le deuxième, c'est le fait de nommer des images. Le troisième, c'est le fait de nommer enfin, comment on dit C'est la dénomination rapide automatisée, ouais. dénomination rapide automatique. Et du coup, la dernière, c'est sur la conscience phonologique. Donc, ils sont en fait quatre. Alors, c'est pas forcément que des tâches, mais c'est des concepts qui devraient être reliés à cette hypothèse et dont, quand on en discute, n'apporte pas vraiment de soutien à cette hypothèse ou théorie de déficit phonologique. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que la perception catégorielle des phonèmes? Donc c'est le fait de distinguer différentes catégories. C'est ça. Tu veux répondre, Frédéric, ou Non, vas-y. D'accord. Bah oui, en fait, c'est la capacité à correctement en fait distinguer les phonèmes entre eux. C'est testé avec des tâches du genre est-ce que si je te dis ta, est-ce que c'est la même chose? Si je te dis ta, da, est-ce que c'est la même chose? Voilà, vraiment être capable de mettre dans la bonne case, entre guillemets, de la bonne catégorie le phonème entendu. Donc ouais, c'est une théorie assez ancienne, ça, qui aurait c'est de Paul Attalal, qui date de 70, un truc comme ça. Et ce qu'ils expliquent dans l'article, c'est que effectivement, la plupart, voire presque toutes les personnes qui ont une dyslexie ont un déficit dans ces catégorisations, mais c'est pas avec toutes les, enfin, chacun a des difficultés avec des catégories différentes. C'est pas une catégorie précise à chaque fois. Et ce qu'il dit, c'est le fait que dans toutes les conditions, il y a des enfants avec une dyslexie qui a des difficultés à reconnaître certaines catégories, n'est pas en soi un soutien à cette hypothèse-là. Et ce qu'il dit, et c'est aussi une des phrases pour moi les plus importantes de cet article, c'est du mieux qu'ils connaissent, il n'y a pas de prédiction explicite sur quelles devraient être les conditions durant lesquelles un déficit dans la discrimination des phonèmes est supposé, dans lesquelles cette discrimination ne l'est pas, ce déficit de discrimination ne l'est pas. Et donc chacun est laissé avec l'idée que quand le déficit est présent, alors il y a un soutien à la théorie, mais quand ce déficit est absent, donc il n'y a pas un problème avec une catégorie précise, alors c'est peut-être qu'il y a un problème et qui est trop subtil pour être trouvé, et donc ça n'infirme pas, ça ne falsifie pas la théorie. Donc en fait, si on voit des enfants qui ont des déficits dans certaines catégories, alors ça veut dire que la théorie est prouvée, mais si on observe des enfants qui ne les ont pas, bah, c'est pas si grave, c'est qu'en fait, alors est-ce que c'est nos tâches qui ne permettent pas de le montrer précisément? Est-ce que c'est trop subtil pour être montré de cette manière-là, etc. On ne sait pas et on s'en fiche en fait. Ce qui est quand même, d'un point de vue métascience, quelque chose d'assez banal, qui est en science, globalement, on a une théorie. Si nos résultats confirment la théorie, c'est super. S'ils les confirment pas, c'est pas si grave, la théorie fonctionne quand même. Ouais, complètement. Je pense que, comme tu as dit, c'est vraiment c'est résumé le problème de l'hypothèse, la théorie du déficit phonologique en une phrase, c'est ça, quoi. Même là, c'est plus la question du déficit de perception catégorielle, mais effectivement, c'est ça. Et puis je trouve, peut-être je digresse un peu, mais je trouve qu'on le retrouve aussi dans les discussions entre orthos, en tout cas sur Facebook. C'est même pour c'est marrant de voir, des fois, il y a des orthos qui amènent le cas d'un patient en disant je comprends pas, il a un trouble de la lecture, mais il a aucun problème au niveau phono. En fait, tu vas toujours avoir des gens qui disent mais t'es sûr que t'as suffisamment regardé, t'es sûr que t'as fait passer suffisamment de tests, est-ce que t'as regardé le temps de réalisation, comme si c'était dans tous les cas, il y sera en fait. Et le problème, c'est qu'à force de tester, oui, tu
court le risque qu'il y ait, même par hasard, un problème, en fait. Enfin, on a un risque de constater un déficit alors qu'il n'y en a pas. Et le problème, ouais. Vas-y, pardon. Non, c'est vas-y, aussi toi. Un manque de confiance dans ton sens clinique aussi. Enfin, si tu sens que le gamin, ça va pas au niveau du langage écrit, si tu sens qu'il a des difficultés et tout ça, mais que tu as besoin d'être confirmé par C'est vrai que les bilans sont pas toujours aussi hyper fins. Enfin, oui, il y a aussi ça, ouais. Ouais. Mais effectivement, la théorie du déficit il devrait quand même y en avoir, mais c'est vrai que moi j'y croyais beaucoup, mais maintenant Claire, tu me fais remettre en question ma vie. Ça reste quand même l'hypothèse la plus consensuelle, hein. C'est qu'il faut regarder aussi les autres hypothèses. Elles sont l'hypothèse du déficit phonologique pose des problèmes, enfin pose des questions, mais les autres c'est bien pire que ça. Enfin, c'est quand même celle qui se tient le plus. Tu parles malgré tout des bien pires, Claire. Oh là. Mais c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a l'hypothèse en tant que telle, la théorie à laquelle se réfère cette hypothèse. Donc a priori, l'hypothèse, c'est ce qu'on a de mieux actuellement, mais finalement, on n'arrive pas à élaborer de théorie à partir de cette hypothèse. De théorie suffisamment robuste pour pouvoir en faire des prédictions. Et en fait, il n'y a pas de prédiction. Quand il devrait y avoir des prédictions évidentes à faire, ces prédictions ne tiennent pas. Et sinon, on les fait pas, les prédictions. Là, du coup, c'est ce qui est dit à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que c'est une science jeune, que c'est aussi des théories qui sont quand même assez... ou en tout cas, quand je dis jeune, c'est qu'elles viennent de se remettre en question très récemment. Que c'est aussi des manières de faire scientifiques qui sont jeunes aussi, c'est-à-dire le fait de prendre en fait il parle beaucoup, on n'en a pas parlé dans cet épisode, mais d'une revue de la littérature de Ramus et Harissar, où en fait il y a énormément de citations de cette revue-là dans ce commentaire, où justement on voit à quel point ça tâtonne. On voit à quel point ils disent en fait ça pourrait venir de là, mais logiquement si ça venait de là, on devrait observer ça, on l'observe pas, donc peut-être que ça vient de là, mais finalement. Et donc en fait ça tâtonne énormément et ça montre aussi la richesse aussi et la créativité qu'il y a à avoir pour créer en fait une cohérence dans cette théorie-là. Je pense que clairement le commentaire de Zoccoletti, il vient de peut-être. Enfin, je me dis que ce qui l'a vraiment poussé à l'écrire, c'est que finalement Cher dans son article disait non mais c'est bon, on n'est plus en train de remettre en question cette théorie, maintenant il faut juste l'affiner et tout. Et je pense que peut-être il voulait dire elle n'est pas si certes il y a des données qui vont dans ce sens, mais même au niveau de la formulation, si on veut vraiment aller au-delà, c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler, quoi. J'ai l'impression que c'était peut-être ce qui l'a fait, ce qui l'a trigger. Qu'il a mis en colère, quoi. C'est ça, je sais pas si alors, la discrimination des images, c'est ça, hein, comment on traduit ça comme ça? La dénomination, non? C'est... attends. Je sais pas, naming, en anglais c'est naming, donc c'est le fait de nommer. Ah ouais. Picture naming, Dénomination des images, donc l'idée c'est qu'effectivement quand on leur donne des images, ils vont avoir plus de mal à lui donner un nom ou à la décrire. Je sais pas du tout comment ça marche. C'est ça, en fait c'est le principe de la tâche, c'est ça, c'est tu as plusieurs images généralement, mais tu montres une image à l'enfant et il doit trouver comment ça s'appelle. D'accord, mais donc, alors, tu disais au début c'est un déficit de la lecture. Ma question est très simple, quel est le rapport? Ce serait ce fameux, comme un pont au niveau phono, c'est-à-dire que pour dénommer, il faut que tu retrouves la structure phonologique du mot. Et comme ce que tu peux avoir en aphasie, où tu as la personne, elle sait ce que c'est, mais elle n'arrive pas à retrouver comment ça s'appelle. Et voilà, si tu l'orientes ou pas, est-ce qu'elle va réussir à retrouver le mot? Si tu, je sais pas, crocodile, si tu lui dis et jusqu'à quel moment elle va retrouver la suite des... Du coup, le lien, ce serait ça, en fait. C'est que dans les deux cas, tu as besoin de faire appel à la phonologie, donc à l'enchaînement des sons, en fait. Et en même temps, on devrait le retrouver. Et en même temps, ce que tu dis n'est pas en lien avec ce qui est fait, parce que toi, tu dis il faut retrouver le mot. Et ce qui est mesuré la plupart du temps, de ce que je lis, c'est le temps mis pour retrouver le mot. Oui. Et de ce fait, à ce niveau-là, c'est là où ça coince aussi, c'est que finalement, est-ce que c'est vraiment une tâche pertinente? Et en fait, ce qu'il dit, c'est que non, quoi. Oui.
C'est sûr que souvent on prend le temps de lecture quand ça permet de voir quand même s'il y a un problème au niveau de l'automatisation et de la capacité à retrouver rapidement, parce que le fait qu'il y arrive mais qu'il y arrive très lentement, ça pourrait aussi indiquer que il a quand même du mal il y arrive mais qu'il a quand même du mal à le remettre en place, à retrouver les bons sons et tout. Et sauf qu'ils Mais, disent que les études ont la plupart du temps ont échoué à rapporter des différences entre les groupes dans les... Alors RT, je ne sais plus ce que ça veut dire. Enfin Reaction time. Ah oui, des temps de réponse vocale entre les personnes qui ont un trouble de la lecture ou pas. Oui, clairement, c'est pas du tout quelque chose qui est consensuel, là, pour le coup, qui a un problème de dénomination d'image chez les dyslexiques, clairement. C'est quelque chose qui est parfois constaté et parfois non. Et faudrait quand même voir si les fois où c'est constaté, est-ce qu'ils ont vraiment vérifié qu'il n'y avait pas de trouble du langage, quoi. Et c'est là où ce chercheur dit, dans une étude avec mon groupe, on propose que la dyslexie est spécifique au matériel orthographique et ne s'étend pas nécessairement aux tâches non orthographiques. Ce qui est quand même déjà une prédiction vachement plus claire que quelque chose qui s'appliquerait partout. Clairement. Moi, ça me donne envie de poser une question, c'est est-ce que, parce que finalement, la dyslexie, d'ailleurs, Zocolotil dit, on peut juste simplement se limiter à dire le seul problème, en fait, c'est la capacité de lecture. Et puis c'est tout, en fait, le reste, on s'en fiche. Finalement, ça marche aussi très très bien quand on fait ça sans poser d'hypothèse derrière et tout ça. Est-ce que ça fait une différence dans le milieu clinique qui soit observable, toutes ces différentes observations? Est-ce que du coup on essaie de faire une remédiation qui est différenciée pour les individus, et si oui, est-ce que vraiment ça fait une différence vraiment observable en fonction du coup de ces en tout cas supposées atteintes ou pas? Ou bien est-ce que finalement parce que l'impression que ça peut donner d'extérieur, c'est que finalement il y a plein de fluff partout. Et puis finalement, c'est juste des enfants qui lisent mal, puis alors en fait, on les fait lire mieux. Et tout le reste, à côté, on s'en fiche complètement, en fait, si jamais il n'y a pas de fondement, si jamais on n'arrive pas à avoir de différenciation au niveau de la remédiation, etc. etc. Tu veux peut-être répondre, Fred, ou non? Alors moi, en tant que clinicienne, pour ce qui est la discrimination phonémique, il faut forcément, à mon sens, que tu la bosses en remédiation, parce que au moment de la transcription, tu vois, par exemple, on reprend arbre, si tu veux que l'enfant puisse transcrire arbre, il doit être capable de discriminer le premier son, puis le second son, tu vois, et ensuite le transférer en graphème. Donc, alors oui, au niveau théorique, voilà. Enfin, moi, en tant que clinicienne, je me rends compte que je suis obligée de travailler la conscience phonémique, qui est souvent plus difficile chez ces enfants-là, enfin, plus difficile à acquérir. Et la stabilité de la relation entre lettres et son, pareil. Donc, oui. C'est vrai, mais je trouve ce qui ajoute encore plus de la complexité, c'est que donc effectivement les entraînements à la conscience phonémique, ils aident toujours, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la conscience phonémique qui était problématique à la base. Mais ce qui est surtout efficace pour la conscience phonémique, c'est de la travailler de manière conjointe à de l'écriture. Ouais. C'est-à-dire que tu ne le fais pas uniquement à l'oral, tu le fais en ayant toujours la trace de ce que du son, en fait. Et du coup, finalement, tu es déjà en train de travailler les relations entre les sons et les lettres. Donc finalement, tu es déjà en train de travailler la lecture, en fait. Enfin, c'est plus vraiment, enfin, c'est plus de la conscience phonémique à proprement parler, puisque la conscience phonémique, quand tu l'évalues, tu ne l'évalues pas avec un soutien écrit. Donc finalement, il n'y a rien de mieux qui aide à rééduquer la lecture que de travailler la lecture. Peu importe si tu te situes à un stade où tu vas être dans le décodage, donc travailler les relations entre les lettres et les sons, ou si tu es dans un stade où tu veux automatiser ça, donc plutôt travailler avec des protocoles comme de lecture répétée, où en fait tu vas relire plusieurs fois un même passage pour comment on appelle ça, en gros, renforcer les entrées orthographiques, soit les créer, soit les renforcer. Mais du coup, oui, savoir est-ce que, en théorie, effectivement, évaluer les déficits, on appelle ça les déficits cognitifs sous-jacents, essayer de savoir quel déficit cognitif sous-jacent, c'est déjà
partir du principe que ce sera à cause de ça qu'il y a un trouble de la lecture, ce qui n'est pas aussi clair dans la littérature. Mais bref, théoriquement, c'est que tu pars du principe que c'est à cause de ça et que du coup, il faudrait le travailler. Or, notamment si on prend un autre déficit cognitif sous-jacent qui est le déficit de l'empan visio-attentionnel. Donc là, on serait sur une incapacité un empan, une capacité à retenir en une fixation un nombre suffisamment d'items qui serait insuffisante, et donc il faudrait travailler ça. Il y a quand même beaucoup moins de... il y a quelques données d'entraînement, mais c'est toujours la même équipe de recherche, et il n'y a pas de méta-analyse, par exemple. C'est vraiment des résultats isolés, c'est... Au niveau méthodologique, c'est pas parfait, etc. Enfin bref, ça pour dire que... je trouve que c'est une bonne réflexion que tu lances, dans le sens où... oui, théoriquement, ça devrait nous aiguiller ça devrait faire une rééducation qui est différenciée. On devrait partir du principe que s'il n'arrive pas à accéder à la lecture, c'est parce qu'il y a ces déficits qu'il faut travailler en amont. Mais dans les faits, finalement, je trouve que c'est quand même assez rare qu'un enfant ne bénéficie pas de simplement travailler les correspondances graphème-phonème, donc les relations lettres-son, quoi. Concernant le 1.3, on en revient à l'article. Donc pas la discrimination, la dénomination automatique rapide. Ouais. Rapide, automatique. Automatisé, ouais. Automatisé. Ce que j'en ai compris, c'est qu'on va demander à un enfant, par exemple, on va lui mettre plein de couleurs et on va lui dire de nommer le plus rapidement possible toutes les couleurs. Ouais. C'est ça? C'est ça. Tu t'assures qu'il connaît, en fait, d'abord les images. Là, on n'est pas comme dans la tâche de dénomination où finalement on évalue presque son vocabulaire quelque part. Ouais. Là, on s'assure qu'il connaît les items qu'on va lui faire démontrer, donc couleurs, objets, lettres. Et ensuite, le principe de l'épreuve, c'est qu'il doit les dire à la suite comme si c'était écrit. En fait, on les met en ligne typiquement, et il doit les dénommer le plus rapidement possible sans faire d'erreur. Et là, on observe quasiment systématiquement que les enfants dyslexiques nomment moins vite que les enfants qui ne sont pas dyslexiques. Sauf que quand on les présente un par un, donc les couleurs une par une, au lieu de les avoir toutes ensemble, ça disparaît. Cette différence disparaît. Donc finalement, on s'en serait presque, voilà, quelqu'un comme moi qui connaît rien au sujet, on s'en serait presque à se dire, en fait, il a surtout du mal à choisir la couleur suivante, ou il a du mal à faire le pont entre les couleurs, alors qu'en fait, quand on le force à faire une couleur puis l'autre, il n'y a plus de différence finalement. Ça, moi, ça me faisait penser du coup à des difficultés presque au niveau juste d'orienter faire une bonne fixation, quoi, et de faire des saccades. Ouais. Plutôt que... Ouais. Donc quelque chose plus au niveau visuel ou représentation visuelle que du phonème. Simplement une inexpérience, en fait. Parce qu'on voit souvent des difficultés dans la capacité à faire les bonnes saccades pour lire, mais en fait, c'est complètement lié au fait que ces enfants ont moins d'expérience de lecture, et les saccades adaptées pour lire, c'est quelque chose qui se développe avec l'expérience de lecture. C'est pas forcément qu'il y a un problème visuel, c'est juste que ça s'est rapporté à leur inexpérience, en fait. Un enfant de CP, il a beaucoup plus de difficultés à suivre sur une ligne, à pas sauter de ligne, etc., qu'un enfant plus avancé dans l'expérience de lecture, sans que ça veuille dire que l'enfant de CP a un problème. Là, je suis très claire, mais... Si, mais du coup, ça amène quand même la question de est-ce que on pourrait imaginer un monde dans lequel il n'y a plus de dyslexique à l'âge adulte, quoi, si c'est pas quelque chose, tu vois, Frédéric parlait d'apport génétique là-dedans, si c'est de l'inexpérience, c'est pas de la génétique, ça pose la question. Ouais, clairement. Pour ce genre d'épreuve, alors moi, avant de lire du coup l'article l'opinion de Zoccolotti, l'article d'opinion de Zoccolotti, je vais y arriver, Zoccolotti, je n'avais pas notion que le déficit de dénomination rapide automatisée disparaissait quand on faisait item par item comme ça. J'avais lu un peu sur l'hypothèse du double déficit, dont il parle un peu après. Mais je savais pas, forcément c'est un peu dommage, mais les tenants de cette hypothèse ne mentionnent pas. Oui, c'est ce qu'il dit, à la fin, il dit nulle part dans la description de la théorie du déficit phonologique de la dyslexie, il est anticipé que ce déficit dans
dénomination des Rapide images automatisé, ouais. devrait être présent pour quand on montre les images ensemble de manière multiple, mais pas quand on les présente un à un. Mm. Ce n'est absolument pas anticipé par la théorie, ça. Clairement. En fait, c'est ce qui est souvent, enfin, moi c'est comme ça qu'on me l'avait appris en études, et c'est globalement, de mes souvenirs, c'était globalement comme ça que c'était présenté. La justification de la tâche de dénomination rapide automatisée, c'est que finalement c'est une tâche dans laquelle tu as une entrée visuelle à laquelle tu dois faire correspondre une entrée phonologique pour le dénommer, et de manière rapide, et en fait en enchaînant et en restant, enfin en inhibant, en essayant de passer vraiment à l'autre sans se tromper, et que finalement c'était une micro-représentation de ce qu'était la lecture, c'était quelque part la lecture simplifiée, quoi, quelque part. Du coup, c'était... je pense que cette présentation comme ça à la suite, elle a jamais vraiment été remise en question, en fait, parce que c'était dans la tâche elle-même. Dans l'intérêt de la tâche, c'était de l'avoir sur la même ligne. Et en même temps, si la dyslexie, c'est une difficulté de lecture, ça paraît plus logique que ça soit Bah quand oui, c'est multiple que quand c'est un par un, quoi. clairement, bah oui. Mais du coup, quand on veut définir la dyslexie par un déficit phonologique, bah, ça ne tient pas que ce soit un problème quand c'est présenté de manière isolée. Ouais. Et ensuite arrive la partie sur la conscience phonologique. Et alors là, donc, c'est des tâches où les participants, on leur demande de faire des opérations comme enlever ou ajouter des phonèmes à des mots ou à des pseudomos. Du coup, c'est un pseudomot qui, on lui dit, enlève un phonème et comme ça fait un mot, ou comme... Enfin, Pas forcément. Tu te dis par exemple, je vais te dire des mots qui n'existent pas. Par exemple, tra. Qu'est-ce qui reste si tu enlèves le premier son de tra? Et donc l'enfant, il doit trouver ra. Là, ça fait un vrai mot, mais c'est pas toujours le cas. D'accord, d'accord. Alors je me souviens plus, faut que je suis en train de relire en même temps. Et c'est qu'en fait il y a un problème avec l'illettérisme, comment? L'illettrisme. L'illettrisme. C'est vraiment le mot sur lequel faut pas faire d'erreur. C'est que les personnes qui sont illettrées, euh, donc indépendamment du fait qu'ils soient du coup, enfin ils peuvent pas être dyslexiques, ils sont juste illettrés, ils ont pas du coup cette conscience phonologique et du coup ils peuvent pas faire ces tâches-là. Bah, en fait, ouais, finalement c'est un des arguments pour le fait, enfin dans le problème de la circularité du déficit phonologique, et surtout du fait que le déficit en conscience phonémique puisse expliquer les difficultés de lecture. Bah, en fait, quand on voit des personnes illettrées et qu'on se rend compte que chez celles qui ont vraiment jamais appris la lecture, elles sont incapables de faire ces opérations-là, alors que celles qui ont même des notions un peu basiques de lecture, elles sont capables de le faire. Bah, du coup, tu te dis, bah, c'est vraiment en fait l'apprentissage de la lecture qui a permis d'avoir une conscience phonémique. Hmm. Donc c'est le souci, en fait. Ouais, et là ce qu'il dit, hein, c'est la conscience phonémique doit être vue comme un précurseur proximal de l'apprentissage, mais pas une cause distale. Ça doit être quelque chose une cause directe du fait de savoir lire. Euh, et en fait, ça, c'est pas pris en compte dans l'hypothèse de déficit phonologique de la dyslexie. Ouais, parce Cette... qu'effectivement, il le dit, pardon, excuse-moi, vas-y. Vas-y, non? Non, mais je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais justement, il critique ça en disant que souvent, on va confronter l'hypothèse du déficit phonologique à d'autres hypothèses qui, elles, sont plus distales. Donc, dans le sens où elles visent à expliquer vraiment finalement, au-delà même des troubles cognitifs qu'on pourrait remarquer, elles visent à essayer d'expliquer la dyslexie avec on va dire une étape supplémentaire. Alors que l'hypothèse de déficit phonologique, elle est vraiment, enfin, la conscience phonémique, c'est vraiment une tâche qui est très très proche de la lecture. Du coup, c'est cohérent qu'elle soit atteinte quand il y a un trouble de la lecture. Et du coup, finalement, on compare des choses qui ne sont pas vraiment comparables, parce que par effet, en fait, finalement, de contraste presque. Du coup, la théorie du déficit phonologique, c'est toujours celle qui va ressortir comme étant la plus consensuelle, mais parce que finalement, en termes de comparaison, on compare des choses qui ne sont pas comparables. C'est pas j'ai l'impression de m'être tourné en rond, mais Oui, je sais qui pas si sont pas c'est comparables parce que ça pas mesure le en même fait, niveau. ça peut même mesurer la même chose mais à des niveaux différents. C'est ça.
Et donc quand tu dis c'est des choses différentes, alors qu'en fait ça peut être la même chose mais mesurée de manière différente, pour donner du coup les exemples, il parlait par exemple de batteries de tests visuelles, auditives, des théories aussi cérébelleuses, Ouais. donc sur je sais pas, le centre de l'équilibre, enfin je sais pas trop. C'est ça. Ouais, il y a une théorie explicative de la dyslexie sur le fait qu'il y aurait un déficit cérébelleux, parce que moi je suis pas du tout une pro là-dessus, mais il me semble que le cervelet est aussi responsable de certains automatismes. Du coup, en fait, si tu as un déficit cérébelleux, bah, tu aurais donc des problèmes d'équilibre et tout ça, et en même temps, tu pourrais avoir du mal dans certains automatismes comme la lecture. Et donc quand tu fais des tests de ça, plus Mm. des problèmes visuels, plus des problèmes Mm. auditifs, plus, etc., que tu fais cette batterie-là et que tu regardes ça avec les tâches que l'on vient Mhm. de discuter avant, tu vois que ce qui corrèle le plus avec la dyslexie, c'est les tâches qu'on a vues avant, ce qui est Mm. assez logique, et en même Ouais. temps, ça veut pas dire que c'est contradictoire ou que Mm. c'est une théorie qui fonctionne mieux. Ça Ouais. peut juste être une théorie complémentaire, en fait. Ouais. Et effectivement plus proximale, plus proche Mm. d'une relation de causalité directe. C'est ça. Parce que le problème des théories distales, c'est qu'elles sont très difficiles à démontrer parce que elles vont finalement très loin en termes de. Enfin, elles remontent loin en termes de causalité parce que potentiellement, un trouble de la lecture, il peut y avoir 1000 explications possibles en fait. Tu as 1000 conditions possibles qui peuvent mener à un trouble de la lecture. Donc, essayer de retrouver ces atteintes-là dans un nombre suffisant de personnes, c'est forcément beaucoup plus compliqué que de trouver une atteinte de la conscience phonique. Puisque. Et de ça, ce qu'il dit à la toute fin, c'est que si on voyait donc la conscience phonémique comme un prédicteur proximal, donc direct, ça permettrait de réduire ou ça permettrait d'éviter la circularité, hein, donc cette boucle de cause à effet dans l'interprétation causale en disant bah, en fait qu'est-ce qui pourrait nous permettre de prouver que la conscience phonologique, phonémique, je T'inquiète, ça m'embrouille, va. Ouais, ouais. euh, cause alors soit la lecture, soit la dyslexie, etc. En fait, qu'est-ce que ça causerait dedans et qui ne serait pas lié à des facteurs distaux. Mais pour ça, il faut prendre en compte cet aspect proximal en tant que tel. Mm. Et il finit en disant une implication importante de cette perspective, donc d'avoir cette conscience phonémique comme un prédicteur proximal, c'est que l'on pourrait articuler une architecture cognitive qui nous permettrait d'apprécier le rôle de cette conscience phonémique, des tâches des consciences phoniques dans l'interprétation des déficits de lecture. Donc c'est un petit peu ce que je viens de dire, quoi. C'est si on a vraiment si on suppose vraiment une relation directe, alors ça nous permet de créer des tâches qui nous permettent de tester cette relation directe, qui nous permettent de falsifier l'hypothèse qu'il y aurait Ouais. cette relation directe. Et dans cette perspective, on ne devrait pas l'utiliser avec des mécanismes basiques neuronaux sous-jacents qui seraient du coup des facteurs distals. Donc ça c'est aussi ce qu'on vient de dire. Donc là on a fini la première partie sur les critiques de toutes les tâches. La deuxième partie, j'ai quasiment rien surligné. En fait c'est une partie sur les nouvelles lignes de recherche qui pourraient se dessiner à partir de ce qu'on vient de dire, à savoir que ces tâches-là posent des questions, que l'hypothèse en tant que telle pose des questions, que la théorie liée à cette hypothèse pose des questions. Est-ce que vous aviez noté des choses intéressantes que vous vouliez discuter dessus par rapport à cette deuxième partie? Je regarde. Non, globalement, ça fonctionnait pas trop, quoi. tous les tests. Ouais, non, pas grand-chose à dire. C'est vrai que c'est un peu ça qui est frustrant dans la dyslexie, dès qu'on a une théorie qui a l'air de. Enfin, une théorie. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, une suite d'hypothèses qui a l'air cohérente et qu'on les teste, souvent c'est décevant en fait dans ce qu'on peut trouver. Et quelque part, c'est quand moi ça me fait peut-être penser à des postures assez récentes de certains chercheurs comme je ne me rappelle plus son prénom, mais son famille c'est Elliot, qui en fait carrément en venait à dire mais est-ce que c'est
utile de parler de dyslexie? Pourquoi est-ce qu'on... Parce qu'en fait, derrière le terme dyslexie, on veut faire la distinction avec des troubles de la lecture qui ne seraient pas spécifiques, qui seraient rencontrés chez différents, enfin des profils de lecteurs très différents, et qui disaient, finalement, est-ce que finalement, tous ces enfants ont besoin d'aide, tous ces enfants bénéficient globalement des mêmes rééducations, alors pourquoi est-ce qu'on continue à vouloir finalement trouver une explication unitaire à la dyslexie plutôt que de considérer que les troubles de lecture peuvent être complètement multifactoriels et que potentiellement on n'arrivera peut-être jamais à trouver une explication qui convienne, qui se tienne. C'est ce qu'on retrouve un petit peu actuellement dans les TSA et dans le bégaiement, en fait. Récemment, dans le bégaiement, où on parle maintenant... je vais dire trouble de l'affluence, c'est pas ma partie du tout, mais où effectivement on parle en termes de spectre plus que vraiment de symptomatologie, parce que effectivement j'ai découvert aussi que la symptomatologie des troubles de l'affluence était méconnue et multiple, et donc eux ont pris le parti effectivement de dire que on va parler de spectre, on va pas chercher, si ils continuent de chercher, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, en dyslexie aussi, normalement, on doit... Parce que avec le DSM-5, on est vraiment dans une perspective qu'on dit dimensionnelle. Donc justement, on veut considérer qu'il y a une continuité entre trouble et normalité. Donc normalement, oui, on devrait aussi le considérer pour la dyslexie, et du coup ne pas chercher comme ça finalement un tableau, un tableau clinique. C'est un peu le sens d'avoir un cut-off posé de manière arbitraire à un endroit en fait pour pouvoir faire le diagnostic. Mais oui, mais c'est vrai, comme le disait d'ailleurs Zoccolotti dans sa revue, je pense, enfin dans sa revue, non, dans son article d'opinion à un moment, il parlait du fait que maintenant certaines définitions même de la dyslexie intégraient ce déficit phonologique, et du coup t'as un biais de sélection important du coup quand tu veux faire des études qui l'investiguent. Sur cette deuxième partie, donc j'ai quand même relu mes notes dessus. Il présente en fait un certain nombre d'expérimentations sur du lexique et puis de la grammaire en fait, sur l'investigation de lexique et de la grammaire, dans lesquelles en gros tout s'accorde à dire, donc que ce soit en français, en anglais et en hébreu, que il n'y a pas de problème à ce niveau-là, en disant les auteurs concluent que ça va contre, les résultats vont contre l'idée d'avoir donc l'hypothèse de représentation phonologique dégradée, qu'en fait ils n'ont rien trouvé à ce niveau-là, ce qui amène du coup Zoccolotti à dire que on pourrait imaginer que ces résultats sont inconsistants avec la théorie et que donc ça invalide la théorie. Mais en fait, on peut aussi supposer que même si ces représentations ne sont pas dégradées, elles sont difficiles à accéder. Et du coup, comment on teste la difficulté d'accession plutôt que la dégradation en fait, on revient à la question initiale qui est qu'est-ce que ça veut dire dégrader finalement. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ce que dit Ramus et Zvenkowicz, c'est que la représentation phonologique des personnes qui ont une dyslexie sont épargnées, mais difficiles à accéder. La question du coup qui se pose est qu'est-ce que ça nous dit de cette théorie et comment on peut améliorer cette théorie et les hypothèses qui peuvent être faites par rapport à ça. Donc en fait, il y a pas mal de points dans cette théorie, hypothèse, on ne sait pas trop ce que c'est, qui amène à faire quand même quelques prédictions. Ça marche dans certains cas, mais pas dans d'autres. Et finalement, qu'est-ce que ça nous dit sur la dyslexie, qui probablement, c'est un peu ce que tu disais, il y a ce continuum dyslexique, non dyslexique, mais au sein de la dyslexie, il y a probablement plusieurs points qui seront atteints, mais on ne sait pas trop lesquels, et on ne sait pas trop comment ils se lient aux autres, et forcément ils s'entretiennent aussi les uns les autres, et que finalement, est-ce que cette théorie de la dyslexie, on ne devrait pas y mettre plusieurs hypothèses, dont celle-ci qui resterait valide si on la définissait mieux, mais qui devrait quand même être accompagnée d'autres hypothèses en plus? Est-ce que j'ai correctement résumé l'article? Moi, je trouve ça... J'ai envie de demander en quoi c'est différent finalement de beaucoup de choses en psychopathologie, parce que quand on lit, je sais pas si quiconque a essayé de lire un peu la littérature sur n'importe quelle pathologie mentale finalement, en fait, dès qu'on commence à rentrer un tout petit peu dans le cœur du sujet, en fait,
c'est les mêmes pelotes qui se dénouent en fait. Et demandons à un non spécialiste de la schizophrénie ce que c'est, il va pouvoir donner 2-3 réponses, puis après on demande à un spécialiste de la schizophrénie ce que c'est, et alors là ça devient c'est un bordel sans nom en fait, il y a personne qui sait, c'est horrible. Et encore, c'est probablement que les troubles qui incluent une composante délirante, comme on dit traditionnellement, sont peut-être les mieux définis, parce que finalement c'est quelque chose qui est très très facilement visible. Dès qu'on commence à partir sur des atteintes finalement qui sont très du quotidien, même savoir ce que c'est la dépression, c'est dingue. Je veux dire, il y a encore un débat qui fait rage dans la littérature. Est-ce que la dépression, c'est une atteinte qui est principalement biologique? À l'heure actuelle, je pense qu'on en est revenu très largement et maintenant les gens ne pensent plus que c'est vrai. Il y a 20 ans, tout le monde aurait dit bien sûr, c'est un problème de sérotonine. Et puis dans 20 ans, on dira certainement encore autre chose. Et en fait, on n'en sait rien. Et je pense que ce que touche Zoccoletti ici, je pense que c'est un espèce de cœur vachement important de tout ça, c'est qu'on est dans des disciplines qui ont du mal à faire des prédictions testables. Je pense, à mon avis, pour 2 raisons. Et je vois Adrien qui essaye de prendre la parole. Non, Adrien. Juste 2 secondes. À mon avis, il y a 2 problèmes majoritaires. C'est que déjà, les prédictions elles-mêmes sont extrêmement vagues, elles sont floues parce qu'elles sont verbales. Et quand on décrit une histoire finalement quelque part, parce qu'on n'est pas comme en physique où on est là, du coup une atteinte c'est exactement ce chiffre, c'est ce chose. Notre prédiction ça va être à la fin, il faut que l'enfant il ait 5 par exemple, et 6, un score de 5 ou 6, un truc comme ça. Et dire voilà, c'est exactement ça, et c'est fixé, c'est cadré, on sait exactement. Donc déjà la prédiction elle est floue. Et après le test, il est très imparfait. Parce que c'est pareil, quand on regarde un truc au microscope, quand on prend une règle et puis qu'on mesure la chose, c'est un petit peu plus stable et un petit peu plus fixé, finalement figé que quand on fait un test psychologique où même la même personne, à 2 moments différents, la même personne littéralement va avoir un résultat différent maintenant et dans 5 minutes. Et il sera peut-être pas très différent, mais il sera quand même un petit peu différent. Et ça pose 2 problèmes en fait qui provoquent du bruit énorme dans tout ce qu'on fait. Et j'ai l'impression que peut-être la proposition principale de Zoccoletti, c'est d'abord d'essayer au minimum de régler peut-être la prédiction. Et savoir avoir des prédictions qui sont véritablement précises, où on sait déjà d'avance qu'est-ce qui falsifierait, déjà ne serait-ce que la prédiction, et après on peut commencer à construire des tests pour faire autre chose. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est la proposition principale, je pense, des sciences computationnelles, en fait, d'essayer d'avoir des modèles mathématiques du fonctionnement humain ou même du fonctionnement d'une fonction spéciale, quelque chose, histoire d'avoir au moins des prédictions qui sont chiffrées. Et c'est une critique en fait qui revient de la façon traditionnelle en fait de faire de la science dans les sciences humaines en général. C'est une critique en fait qui est dans l'introduction de tous les livres de sciences computationnelles en fait, qui est de dire faisons des prédictions qui sont précises, parce que ce qu'on fait c'est n'importe quoi. Et sans prédiction précise, on ne peut pas faire mieux. C'est justement ce qu'il dit dans ses remarques conclusives, il appelle ça comme ça. C'est cette idée d'induction en fait, cette idée d'induction qui est de dire bah voilà, on va supposer que les observations vont parler d'elles-mêmes finalement, et que c'est ça qui va nous permettre de créer une théorie. Il dit dans cette note, j'argumente sur le fait que cette théorie est arrivée sans formulation explicite de prédiction de la théorie. À la place de ça, la théorie a été supposée mais non testée, avec l'idée que sa formulation définitive va arriver progressivement comme une propriété émergente de l'accumulation des résultats confirmatoires. Et je trouve que c'est hyper parlant c'est ce que tu disais, Nathanaël, hyper parlant sur l'ensemble des sciences humaines finalement, où on arrive avec une idée en tête, et on se dit finalement tout le monde va tester plein de trucs sur cette idée, et la définition finale va arriver comme par magie d'une induction de toutes les preuves que l'on va recueillir sur le sujet, en oubliant quelque chose quand même, et on est dans un podcast de métasciences, donc il faut qu'on en parle, des faux positifs, des claims non vérifiés, des surextrapolations de trucs dont on ne sait pas trop. D'ailleurs, on en a parlé de quelques tâches en fait qui testent des trucs, et en fait, c'est pas ce qu'ils voulaient tester à la base, ou on n'est pas sûr qu'ils testent de la bonne manière, etc. Et que finalement, est-ce que c'est pas une limite claire de l'induction de dire, mais en fait, on pourra jamais arriver
à une définition exhaustive d'un phénomène ou d'un concept ou de la création d'une théorie par l'induction pure, en se disant mais à partir de plein d'expérimentations confirmatoires, on arrivera à cette création de théories finalisées, quoi. Ouais. Putain, j'ai eu que un ouais, quoi. Je pensais avoir une vraie Bravo. réponse, bravo. Ovation générale. Tout à fait. On a hoché la tête très très fort, mais ça s'est pas entendu. Mais bon, alors je continue ma logorée. Et, et dans les sciences computationnelles, tu dis il faut qu'on ait des prédictions explicites fortes. Euh, Ça veut dire quoi dans cette situation-là? Je veux dire, là, si on se retrouve dans cette situation, clairement, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, quand tu mesures quelque chose de clair, genre un mouvement d'œil ou quelque chose comme ça, c'est facile. Là, tu sais pas ce que tu veux mesurer déjà. Parce qu'en fait, la définition de la dyslexie, c'est des gens qui lisent mal, enfin qui lisent pas aussi bien que les autres, mais tu sais même pas d'où ça vient, et tu sais même pas comment tu pourrais faire en sorte de savoir d'où ça vient. En fait, c'est comme tout dossier est très emmêlé. On est vraiment dans une science hyper complexe et dans un phénomène hyper complexe duquel les prédictions en fait sont relativement difficiles à faire. Bon, Nathanaël, c'est pas pour te mettre en défaut, mais c'est pour dire en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi, quelles idées on pourrait avoir. Non, t'as tout à fait raison. En fait, c'est le gros problème. Je pense que si jamais il y avait des bouquins anti-computationnels, ça serait aussi le chapitre 1. Parce que c'est la proposition des sciences computationnelles, et puis en fait, personne n'y arrive. Parce que le moindre phénomène, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des modèles qui fonctionnent bien, hein, mais même décrire la moindre fonction, en fait, réclame de prendre en compte de l'interaction entre plein de variables. Et donc forcément, on fait des modèles très simplificateurs. Et ces modèles simplificateurs, en définitive, ils ont des prédictions qui sont extrêmement floues aussi, parce qu'on sait qu'il y a une grosse marge possible de réponse. Et ça, même dans les trucs où tu dis c'est simple parce qu'on parle des mouvements des yeux. Non, c'est pas simple. On n'a pas de modèle qui fonctionne très bien, même pour simplement un mouvement des yeux ou pour n'importe quoi, en fait. Donc, quelque part, c'est un point presque creux, parce que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais même quand on essaie de le faire, on n'y arrive pas. Mais au moins, c'est important d'avoir cette proposition. D'ailleurs, c'est la même proposition que faisait Paul Mill dans les articles dont on parlait en privé, les articles 1970 ou quelque chose comme ça, où effectivement Paul Mill fait aussi cette réflexion de dire c'est quand même bizarre qu'on ait des tests statistiques en psychologie et dans les sciences humaines où en fait on a des bandes entières de confirmation d'hypothèses, genre il faut que A soit différent de B, et hop, l'hypothèse elle est validée, c'est bon. Et or, A différent de B, ça veut tout et rien dire. C'est quoi différent, en fait? C'est différent de 1, de 10, de 1000. Est-ce qu'une taille d'effet minuscule, ça veut dire que la théorie est vraie? Est-ce qu'une taille d'effet énorme, ça veut dire que la théorie est vraie? Et du coup, c'est extrêmement difficile de savoir. En fait, c'est très facile de valider une hypothèse, entre guillemets, parce que tout valide l'hypothèse quasiment, avec une toute petite bande de choses qui ne valident pas. Alors qu'avec des prédictions précises, c'est exactement l'inverse qui se passe. En fait, on a une bande de prédictions où ça valide l'hypothèse, et tout le reste invalide l'hypothèse, pas forcément de façon absolue. Ça ne veut pas dire que l'hypothèse est complètement débile, mais ça veut dire au moins il manque quelque chose dans l'hypothèse, et ça veut dire on peut rajouter un petit quelque chose, parce que on s'attendait à trouver le chiffre 5, on a trouvé 7, c'est pas très loin, c'est en dehors des marges auxquelles on s'attendait, ça veut peut-être dire qu'il manque une variable qu'il faut peut-être qu'on rajoute, et puis on peut commencer à tester là. C'est pas dans ce sens-là qu'on fait les choses. Et même si on n'y arrive pas vraiment, du coup, donc c'est un argument un peu creux, je pense que c'est une bonne direction. Et à mon avis, Zoccoletti essaie un petit peu de tirer la couverture, et peut-être pas, c'est peut-être même pas ce qu'il pense, hein, exactement, je ne sais pas, mais en tout cas, à la lecture de l'article, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Je me suis dit, en fait, il est en train d'y aller, en fait, il est en train de partir complètement dans cette direction et de dire c'est ça qu'il faut faire, quoi, même s'il n'en a pas conscience, en fait. C'est aussi l'idée de se dire ces papiers-là, ces commentaires-là sont hyper importants parce que justement l'induction, donc le fait d'avoir ces résultats dont on ne sait pas si c'est des faux positifs ou si c'est des vrais positifs, qui informent vraiment la théorie ou pas, en fait c'est grâce à ces commentaires, à ces discussions, à ces débats qu'on construit en fait un savoir théorique.
associé à ces résultats-là. C'est en fait en critiquant systématiquement tous ces résultats, systématiquement dans le sens où on crée un système de critique par rapport à tous ces résultats-là, qu'on va arriver, espérons-le, à une théorie qui soit cohérente. Et c'est aussi pour ça que c'est hyper important d'avoir ces commentaires et ces critiques publiées. Ouais, clairement. C'est vrai que c'est pas forcément. Je trouve que je sais plus où j'avais lu ça, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent, j'ai l'impression, de la part des auteurs qui contribuent au champ de la dyslexie, mais c'est sûrement pareil dans d'autres domaines, où ils disent souvent, on a l'impression qu'on se lit pas assez les uns les autres et qu'on n'essaye pas assez de faire déjà avec ce qu'on a, qu'on est un peu une course à la publication et à avoir des résultats en fait, et ça permet pas d'avoir finalement quelque chose de cohérent. Mais je pense que c'est un problème quand même plus large que juste la dyslexie, mais c'est vrai que on a vraiment l'impression de ce domaine que quand on se pose un peu 2 secondes pour faire une revue ou quoi, finalement, ce qui ressort c'est ça, mais faudrait qu'on se lise un peu plus les uns les autres. Ou qu'on écoute des podcasts, voilà. Oui. Ça sera ça sera la conclusion de cet épisode. Merci beaucoup Claire et Frédéric d'avoir été parmi nous pour cet épisode. C'était un vrai plaisir de vous avoir et de discuter de ce sujet duquel je ne connaissais absolument rien avant l'épisode. Et puis merci beaucoup Nathanaël d'avoir été à nouveau parmi nous pour cet épisode. Plaisir. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup, c'était vraiment chouette. Avec un petit peu de chance, on se reverra sur un article que Frédéric nous a envoyé. On va voir ce qu'il en est. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. À bientôt. Et arrêtez l'enregistrement.